see my patience, I just came here to defend. Alors bonjour à tous et merci d'être venus pour cet échange autour des besoins spécifiques et de l'inclusion. Donc on fait un format un petit peu particulier depuis hier. On s'est dit que c'était plus sympa, plutôt que d'avoir les intervenants qui étaient là sous le feu des projecteurs, d'avoir une discussion entre nous et d'avoir des intervenants donc, qui sont dans le public. Donc évidemment c'est un échange, d'accord ? On n'est pas dans du transmissif. On est là pour échanger. Vous allez apprendre plein de trucs, c'est sûr. Et vous allez aussi apprendre des trucs de l'échange. On va commencer par une petite vidéo et n'hésitez pas à nous dire, après la vidéo, à vous demander en fait ce que ça vous inspire et si ça vous donne des idées ou des expériences que vous souhaitez partager. Nous nous rendons aujourd'hui à Paris pour rencontrer Pounam, une jeune fille dyspraxique qui bénéficie d'un programme mis en place par la mission Handicap National ERDF et École de demain. Donc là, il y a par matière, en fait, c'est les synthèses de cours de première STG de droit de l'an dernier qui sont adaptées pour les personnes dyspraxiques. Tous les dyspraxiques peuvent lire. L'espacement aussi est important, qu'on voit là. Les expérimentations ont montré que les élèves en situation de handicap étaient très à l'aise avec les iPads, bien plus qu'avec un ordinateur, ne serait-ce que parce que le regard déjà ne doit pas aller de l'écran jusqu'au clavier, mais le clavier est intégré lui-même à l'écran, donc ça fait un gain cognitif considérable. Moi qui ai besoin d'isoler le texte, le clavier il permet d'isoler le texte pendant qu'on tape, vu qu'on voit les 2 dernières lignes et pas tout le texte, donc quand tu cherches quelque chose, je me sers du clavier. Avec l'iPad 3G, ça m'a permis d'envoyer directement les devoirs au professeur. Et puis surtout, ça m'a donné une grande autonomie puisque l'iPad est nettement moins lourd. Grâce à ces nouvelles technologies, des enfants qui, comme Mathieu, n'avaient pas accès à l'éducation, peuvent aujourd'hui en bénéficier. Ce qui est intéressant dans l'iPad, c'est la mobilité de l'outil et justement cet espace de plaisir qu'il permet de générer entre l'élève et son outil. Cet espace et cette ouverture sur le plaisir qui va aider à provoquer du lien et à générer des apprentissages plus facilement et à donner le goût d'apprendre. C'est venu d'un projet qu'on a lancé avec ERDF, avec Ghislaine Pro, qui m'avait invité pour une conférence sur le handicap et sur la dyspraxie au sein de l'entreprise. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait très rapidement mettre en place des outils avec des enfants qui souffraient de troubles de l'apprentissage. Et l'idée qu'on a eue, c'était au moment où sortaient les premiers iPads, les premières tablettes interactives, c'était d'utiliser ces tablettes pour voir de quelle manière elles pouvaient contribuer à une forme de libre accès au savoir. Et donc maintenant, on a un recul d'1 an et demi pour les plus anciens et d'1 an pour les plus récents. Et l'idée, c'est de prolonger avec un travail cette fois-ci qui sera suivi avec différents types de handicaps et différents types de populations. Donc on aura à la fois des jeunes scolarisés, on aura des personnes handicapées, lourdement handicapées en secteur protégé, et on aura des personnes handicapées dans des entreprises. Et on va expérimenter les tablettes avec ces 3 publics pour voir justement comment chacun se les approprie, quels sont les usages et comment ces usages peuvent être intégrés à l'entreprise, à l'école ou en institution pour favoriser l'accès à l'autonomie de ces différents publics. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous avez envie de partager une expérience ou, je ne sais pas, une idée
Bon, ok, on est encore dans les 15 premières minutes, donc tout le monde est encore un peu stressé, on se connaît pas encore très bien. D'accord, bon, bah, c'est pas grave, on va laisser Jean-Marc se présenter. Il faut appuyer quelque part. Non, nulle part, il faut juste parler devant le micro. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Marc Ross, président d'École de demain, également administrateur de l'ADAPT et président de la commission innovation de l'ADAPT. Je suis particulièrement intéressé par et investi dans l'accessibilité pédagogique, dans l'accessibilité, on va dire, cognitive des apprenants avec besoins spécifiques ou besoins éducatifs particuliers. Et je suis un fervent évangélisateur, on va dire, disséminateur, si c'est possible, des usages, des utilisations du numérique. Comme vous le savez, les troubles cognitifs, les troubles cognitifs spécifiques, ce qu'on appelle les 10, mais également l'autisme, demandent un certain nombre d'adaptations pour que les apprenants puissent prendre connaissance du fond. Donc, il s'agit de changer la forme pour accéder au fond. Il s'agit de changer, de modifier le contenant pour que les apprenants aient accès au contenu. Et alors, dans le meilleur des cas, avec des enseignants spécialisés, des enseignants formés, ceci a été longtemps réalisé sur ce qu'on appelle papier-crayon. C'est-à-dire une sorte de bricolage qui est efficace, mais qui est très chronophage. Et souvent en secondaire, par exemple, au collège et au lycée, c'est les parents qui procédaient aux adaptations comme ça, et ça prenait quand même une partie de leur nuit, et ils passaient pas mal de nuits blanches à préparer les adaptations nécessaires et indispensables à leurs enfants. Et donc le numérique est venu libérer les apprenants, les élèves 10 notamment. Il ne faut pas oublier que les 10 ont une intelligence tout à fait préservée, et simplement ils ont des empêchements qui ne leur permettent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accéder au fond. Donc c'est particulièrement douloureux, ça engendre une énorme souffrance, une énorme perte d'estime de soi, que d'être confronté au désir d'apprendre, de savoir en son fort intérieur que l'on peut apprendre, mais d'être dans l'impossibilité de le faire quand ce n'est pas, quand l'accessibilité pédagogique, l'accessibilité cognitive n'est pas mise en place. Donc le numérique, de ce point de vue-là, a représenté une très grande libération des élèves 10 notamment, mais aussi autisme. Et je pense que nous sommes seulement au début de ce mouvement, de cette dynamique. Alors simplement, étant donné que, par exemple, les 10 sont en train de sortir du handicap avec des nouveaux dispositifs qui sont mis en place, alors du coup, il y a toute une culture qui est en train de se perdre, et parce que ce type, je crois que Manuel va en parler tout à l'heure, mais on ne peut pas accompagner des personnes qui ont des besoins spécifiques si précisément on ne connaît pas bien leurs besoins, de manière tout à fait personnalisée, fine, subtile, éclairée, etc. Or, les nouveaux dispositifs qui sont mis en place, comme le plan d'accompagnement personnalisé, ne permet pas cette connaissance fine et éclairée des besoins des élèves. Donc, c'est un gros défi à mener pour l'avenir. Donc voilà, s'agissant donc des activités d'école de demain et de l'ADAPT, avec l'ADAPT et d'ailleurs la Fondation Dyslexie, étant donné les problématiques qui arrivent, nous avons décidé de créer le think tank Pass Inclusion, qui est particulièrement donc dédié à ce type de problématiques. Donc c'est un groupe de réflexion et de propositions consacré aux apprenants à besoins particuliers ou spécifiques. Nous avons commencé nos travaux début novembre, et nous comptons intervenir dans les campagnes présidentielles et législatives 2017 pour essayer de faire un petit peu bouger les lignes, en tout cas d'apporter de la réflexion.
Je suis également membre du groupe expert, justement par rapport à tous les aspects numériques. Je suis également membre du groupe expert du programme accessibilité de la direction de l'innovation du CNED, qui travaille précisément sur comment dire, une plateforme, entre autres, hein, une plateforme d'adaptation, mais on va dire automatique, des supports pédagogiques pour l'utilisation des apprenants 10 ou en situation de handicap cognitif. Donc, je vais peut-être passer la parole à Manuel. J'avais juste une question à te Oui. poser. Aujourd'hui, les enfants 10, ça représente combien d'enfants en France? Alors, à peu près 10%. On dit que les enfants dyspraxiques, c'est entre 3 et 6%, je crois, d'une classe d'âge. Mais il faut rajouter les dyslexiques, les dysphasiques. Donc 10%, ça te paraît cohérent, Manuel? Oui. Oui. Donc 10%, on dit 2 élèves par classe. Détectés, on est d'accord. Détectés, absolument. Détectés, tout à fait, tout à fait. Et si on ajoute les autistes? Alors là, je n'ai pas, je me hasarderai pas dans des chiffres comme ça, mais je sais que le public autiste est très nombreux, très mal et très peu ou pas du tout scolarisé. C'est un énorme chantier actuellement, parce l'autisme a été, on va dire, préempté, hein, capté par le monde des psychanalystes. C'est très long à changer. Et donc, une dynamique d'inclusion, d'école inclusive, d'inclusion scolaire des élèves autistes, ça démarre à peine en fait. Et donc il faut beaucoup y travailler. Ok, merci. Bonjour, moi je suis Manuelle Massé, donc je suis directrice de la plateforme l'ADAPT Paris. L'ADAPT, c'est une association qui date de 1929, reconnue d'utilité publique en 1934. C'est à peu près 16 000 personnes accueillies par an, avec des activités, un secteur dédié aux enfants et un secteur dédié aux adultes, et puis évidemment des passerelles entre les deux pour tous les âges de transition comme l'adolescence et le jeune adulte. Nous avons des établissements de rééducation, d'insertion professionnelle, de soutien à la scolarisation. Sur Paris, je suis responsable d'un CESAD qui accueille 100 enfants qui présentent des troubles moteurs et ou pas des troubles cognitifs. La plupart du temps, oui, ils présentent des troubles cognitifs associés. Il y a aussi un ESAT Hors-les-Murs, un centre d'activité de jour pour les traumatisés crâniens, un service d'aide à la vie sociale par l'accès au logement pour de jeunes adultes en situation de handicap psychique. Et nous lançons lundi un dispositif expérimental d'emploi accompagné pour les personnes cérébrolésées. Je reviens sur notre sujet qui est donc les enfants 10. Je voudrais attirer plus largement votre attention sur la prise de connaissance du monde. C'est-à-dire que notre cerveau, à tous, nous permet de prendre connaissance du monde. Et là, on est une trentaine de personnes dans la salle. On a tous pris connaissance du film que nous a présenté Jean-Marc et de ton intervention de façon totalement différente, en prêtant attention à des choses totalement différentes. Et demain, on se souviendra de choses certainement différentes. Nous ne sommes pas en situation de handicap, mais ce que je veux souligner, c'est l'importance d'avoir une approche singulière de chaque personne en situation de handicap et donc de chaque enfant futur apprenant avec qui présente des troubles de l'apprentissage. Seule une évaluation documentée, détaillée et précise, comme le propose la neuropsychologie, peut nous permettre de voir comment cet enfant prend connaissance du monde. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas une dyspraxie, il y a des dyspraxies. Il n'y a pas une dyslexie, mais des dyslexies. Et que de là va découler toute l'importance de la personnalisation des aides qu'on va pouvoir apporter. Le monde de la rééducation adulte, pour ça, nous a appris beaucoup de choses et nous a appris que les grandes batteries et les grands programmes qu'on a cognitifs ou de remédiation cognitive qu'on applique à tout le monde de la même façon, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est à partir de ces programmes
Et à partir de l'évaluation cognitive de la personne, donc de ses capacités cognitives aussi, parce qu'évidemment que ces enfants, ces futurs apprenants ou ces apprenants, ils ont des capacités cognitives sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour contourner les difficultés rencontrées. Et j'ai perdu le fil de mon idée. Peut-être PPS, PAP, PAP. Oui, je pense que voilà, c'est ce dont parlait Jean-Marc tout à l'heure, c'est-à-dire ces programmes d'adaptation, plans d'accompagnement personnalisés. C'est une batterie de choses à cocher sans évaluation préalable. Donc, on ne sait même pas si, finalement, dans ces items proposés, il y a des choses qui correspondent à un besoin spécifique, à une difficulté cognitive spécifique repérée. Il n'y a pas non plus d'évaluation des capacités cognitives de la personne. Donc, en termes de moyens de compensation, on n'est pas du tout sur quelque chose de personnalisé. Donc, on va cocher la batterie habituelle dont on se dit qu'elle pourrait convenir à un enfant qui aurait des difficultés d'apprentissage. On voit bien qu'en rien, ça ne va permettre aux jeunes de s'installer dans un apprentissage avec des moyens de compensation qui lui permettent à chaque difficulté, à chaque moment, à chaque matière, à chaque enseignant de s'adapter. Donc, on voit bien que ce n'est pas la réponse. Aujourd'hui, le numérique, comme on en parlait, nous permet de faire, par rapport à ce qu'on a vu sur les adaptations papier-crayon, qui sont effectivement totalement chronophages et que les parents élaborent péniblement, soir après soir, pour essayer de compenser tout ça. Le numérique nous permet de faire des choix, à partir d'une évaluation documentée toujours, nous permet de faire des choix qui vont aller beaucoup plus vite, qui vont nous permettre de systématiser et ça va nous permettre de doser aussi la compensation. Chaque enfant a besoin de compensation, enfant 10 a un besoin de compensation qui ne va pas être le même tout au long de la journée, parce qu'au fur et à mesure d'une journée, on peut être fatigué. Donc, on a moins d'attention, on prête moins d'attention. Ça ne sera pas la même chose non plus si il a une connaissance de la matière, parce que pour des raisons personnelles et familiales, il a un intérêt particulier pour cette matière. Ça ne va pas être la même chose non plus si c'est une difficulté qu'il a déjà entraînée d'une certaine manière, en rééducation, à l'extérieur. Donc, il faut complètement doser toutes ces compensations. Même la présence de l'AVS, alors qui n'est pas du tout numérique, mais on voit bien qu'un AVS, ça n'a pas à donner tout le temps le même support. De temps en temps, il faut qu'il fasse à la place de l'enfant, parce que s'il n'écrit pas, par exemple pour un enfant dyspraxique, s'il n'écrivait pas ou s'il ne prenait pas et s'il ne tapait pas le cours pour l'enfant, il n'enregistrait pas le cours pour l'enfant, l'attention de l'enfant serait complètement divisée. Et là où il doit prêter attention à ce qui est en train de s'échanger en cours et à ce que dit l'enseignant, il serait complètement capté dans sa difficulté dyspraxique de réaliser le geste moteur qui voudrait qu'il puisse prendre le cours. Il y a des moments où l'AVS peut complètement s'effacer parce que c'est justement une des capacités de l'enfant de faire cette tâche-là qu'on attend de lui, et donc c'est absolument pas la peine de le faire à sa place. Et puis il y a d'autres moments où il est en soutien et il amène du support au fur et à mesure quand il voit qu'il y en a besoin et il indique des choses. Donc on voit bien que c'est totalement individualisé et personnalisé, que c'est que comme ça qu'on pourra y arriver. Et du coup, quand on parle de 10% d'enfants qui sont concernés, la prise en charge aujourd'hui, elle se fait sur quel pourcentage des enfants ? Les AVS, donc, est-ce que ça concerne 10% des enfants ? Est-ce que ça concerne 10% des 10% oui, 10% des 10%, oui, parce qu'ils sont insuffisamment sont pas formés. Détectés, encore moins diagnostiqués. Donc, pour l'instant, la très grande majorité, une grande majorité des enfants passent entre les mailles du filet. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer les choses et faire en sorte que demain soit un peu plus sympa ? Le lieu naturel des enfants, c'est l'école.
Donc, ça serait bien qu'il se passe quelque chose à l'école. Mais Si malheureusement, quelqu'un nous entend dans la salle à ce sujet. mais tout le monde est d'accord, en fait. Mais je pense, hein. Mais le problème, c'est que, je sais pas, par exemple, la médecine scolaire, elle est en train de disparaître. Il y a 1000 médecins scolaires en France sur le territoire pour je ne sais pas combien d'élèves. Enfin, c'est colossal. Si bien Et que. puis combien formés au dépistage des troubles des apprentissages, c'est ça aussi. Oui, absolument. Et quand bien même ils auraient effectivement le temps, ils n'ont pas ils sont pas formés, donc ils n'ont pas. Très peu sont formés, donc les compétences ne sont pas disponibles. Oui. Dans la formation des enseignants. Alors, est-ce que nous intervenons dans la formation des enseignants? Alors déjà, en préalable, je dirais qu'en France, la formation continue des enseignants relève du volontariat et qu'en moyenne, un enseignant a accès dans toute sa carrière à un stage de formation continue. Et comme les enseignants, bien sûr, ont aussi d'autres sujets d'intérêt, je veux dire, ils ne sont pas tous focalisés sur les troubles 10. Pour que ça tombe sur les troubles 10 et sur une formation aux troubles 10 et à la pédagogie adaptée, il faut vraiment se lever très très tôt, quoi. Sinon, les formations, alors l'ADAPT propose des formations. C'est plutôt pour des professionnels, des paramédicaux. Ah non, peut-être oui, des enseignants également. Et en général, l'ADAPT insiste dans les mêmes formations sur un parallélisme, une complémentarité entre le projet thérapeutique et le projet pédagogique. Et je crois que c'est à partir de là que finalement la formation action se fait. C'est-à-dire que si, par exemple, votre enfant ou un enfant est suivi par un CESAD, les professionnels du CESAD vont à la rencontre des enseignants dans les écoles et vont faire de l'accompagnement à l'inclusion des enfants dans les écoles. Et à partir de là, ils s'élaborent des fiches d'accompagnement à la scolarité qui sont élaborées à partir du bilan neuropsychologique et qui vont lister finalement les points forts, les difficultés de l'enfant, la façon dont ça peut se traduire sur les différents enseignements. Parce que par exemple, un exemple tout bête, c'est la géométrie. Pour les élèves dyspraxiques, la géométrie, c'est vraiment quelque chose de très complexe à aborder. Il faut l'aborder d'une certaine manière, et on peut l'aborder d'une certaine manière, mais il faut que les enseignants soient au courant de ça. Donc ces fiches servent à mettre en évidence les aides dont l'enfant pourrait bénéficier, comment on les met en place, et puis chaque année, il est fait un point sur ces aides. Est-ce qu'elles ont été efficaces? Est-ce qu'elles n'ont pas été efficaces? La façon dont sont construites les aides, elles sont construites avec l'enfant, avec la famille, pour que la famille puisse aussi s'en emparer à la maison et renforcer finalement le système de l'apprentissage de cette manière-là et adapter. Et ce qu'on constate, c'est que les enseignants avec lesquels nous travaillons sont plutôt très contents quand on arrive avec ces fiches qui sont renseignées, qui sont un support de dialogue et qui sont surtout pour eux un support d'adaptation de leur séquence pédagogique. Donc voilà, ça leur permet. Alors, dans ces fiches d'aide, il y a des choses qui sont évidemment très, très spécifiques, très spécialisées et élaborées, j'ai envie de dire. Et puis, il y a parfois des choses très spécifiques qui sont toutes simples. Par exemple, les enfants qui présentent des troubles attentionnels, eh ben, le fait de ne pas donner 2 consignes en même temps, c'est juste quelque chose de simple. Mais si on ne le fait pas, on va mettre l'enfant en difficulté. Donc voilà, et ces fiches-là renseignent sur ces 2 aspects des choses. Jean-Marc, est-ce qu'il y a un partenariat qui se met en place avec, par exemple, la plateforme du ministère qui s'appelle Magistère et qui permet de former les enseignants? Rien n'est mis en place pour l'instant, mais je retiens l'idée. Bon, après, il faut que comment dire, la grande machine éducation nationale accepte et également de partager. Mais oui, je retiens l'idée. C'était juste une question. Peut-être qu'Éric va pouvoir nous présenter son projet. Donc en fait, bonjour, moi je suis Éric Slama, je suis un des fondateurs de Tom Pouce Interactive. Et en fait, l'idée c'est de présenter, on a travaillé sur un outil et sur une approche de contenu pédagogique numérique pour tous en fait.
L'idée, c'est de créer une méthodologie et des outils qui permettent d'être utilisés par tous les enfants, quel que soit leur profil. Pour donner un petit élément de contexte, en fait, donc Tom Pouce Interactive est né de la rencontre entre iCara, qui est une société qui crée des contenus pédagogiques numériques, des environnements pédagogiques numériques, et de Tom Pouce, qui est un éditeur spécialisé dans tout ce qui est troubles d'apprentissage. Et d'autres acteurs, dont Jean-Marc d'ailleurs, qui font partie de Tom Pouce Interactive. Et l'objectif de Tom Pouce Interactive, l'objectif qu'on s'est donné, c'est de créer des contenus pédagogiques universels. Et par ça, ce qu'on entend par ça, c'est de dire on va créer des contenus pédagogiques dont l'objectif pédagogique va être le même pour tous les enfants. C'est-à-dire que tous les enfants vont quand même avoir la même activité avec le même objectif pédagogique. Par contre, on va changer la forme dans laquelle on va présenter l'activité pour s'adapter à tous les enfants. Donc, ça a donné une première application aujourd'hui qui est Entrons dans l'écrit, que je vous présente très rapidement, et on a un stand ici, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez toujours venir tester. Mais l'idée de ce premier support, en fait, bon, on part par la base. Hein. La première base, c'est avant même d'entrer dans l'écrit, il faut connaître tous les prérequis qui permettent d'entrer dans l'écrit. Une idée simple pour l'illustrer, c'est qu'un enfant, si on ne lui dit pas qu'on lit de gauche à droite, il ne peut pas le deviner, tout simplement. Enfin, s'il est pas, c'est un apprentissage implicite que peuvent faire certains enfants s'ils sont dans un environnement où ils ont des parents qui leur montrent qu'on lit de gauche à droite et tout ça. Mais si personne ne leur dit, ils ne peuvent pas le deviner. De la même manière, savoir ce que c'est qu'une phrase, un enfant ne peut pas le deviner si on ne lui explique pas qu'une phrase, c'est composé de mots, que ça a une taille variable, un nombre variable de mots. Voilà. Donc dans cette activité, l'idée, c'est vraiment de créer une activité sur tous les prérequis pour rentrer dans l'écrit. Et pour donner, donc ensuite, je présente un peu le concept, c'est que dans toutes les activités, on a la possibilité de changer la forme dans laquelle se présente l'activité. Donc justement, pour illustrer cette idée de la même activité pour tous, mais sur laquelle on peut changer la forme. Donc pour toutes les activités, en fait, on a accès à un panneau d'adaptation qui va permettre de faire des modifications soit sur l'environnement graphique, soit sur les couleurs, pour prendre en compte les enfants qui ont des problèmes, par exemple, de daltonisme, hein, qui sont aussi un sujet. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ce trouble. On peut évidemment, alors ça très important, jouer sur la forme des textes ou sur la typo des textes. Voilà, donc pour donner un exemple sur une activité, donc là c'est une activité, compter le nombre de mots dans une phrase. L'idée c'est de permettre aux enfants de faire un apprentissage implicite de ce que c'est qu'une phrase, hein, grosso modo. Et du coup, il y a une petite histoire, on peut aller vite, hein, sur le... Voilà, donc là on est sur une question, et en fait sur les écrans qui suivent, on va voir qu'on peut changer vraiment comme on veut la forme de l'activité, en fait, par ce panneau d'adaptation pour trouver un contexte dans lequel l'enfant est à l'aise pour faire son apprentissage. Pour voir si vous suivez bien, qu'est-ce qui a changé entre cette diapo et celle d'avant? Voilà. Bravo. C'est la même phrase. J'ai fait exprès de faire sur la même phrase pour que ça soit pas trop piège. Voilà, donc on peut espacer. Là, on peut activer un surlignage sur tous les mots, parce que là, il faut compter les mots, ou un surlignage par mot quand l'enfant appuie dessus. Et on peut enlever l'environnement graphique, on peut changer la couleur des textes. Voilà. Donc ça, c'est pour donner un petit peu le principe de comment fonctionnent les illustrations. Donc ça, c'est la première étape, en fait, de notre démarche. La deuxième étape, parce que cette activité demande une intervention de quelqu'un à côté qui peut changer la forme et qui a la disponibilité, qui connaît un peu, qui suit suffisamment l'enfant pour pouvoir changer la forme de l'activité pour bien correspondre à l'enfant. La deuxième étape, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'y a pas cette connaissance, parce qu'un enseignant avec ses enfants n'a pas forcément toujours la connaissance du profil exact de son enfant, de son élève. Ou idem pour les parents ou des accompagnants. Donc ce qu'on s'est dit, c'est et si la forme pouvait changer automatiquement en fonction d'un certain nombre de critères liés aux bonnes réponses ou d'autres critères, la facilité de réponse, voilà. Et donc du coup, en fait, aujourd'hui on a lancé un projet de recherche européen, donc un projet Erasmus+, qui est d'intégrer un moteur d'intelligence artificielle dans les activités pour que la forme change de manière automatique en fonction d'un certain nombre de critères sur la manière dont l'enfant va rentrer dans l'activité.
Donc voilà, bon, c'est un projet européen dans lequel il y a 4 partenaires, École de demain, l'Université de Plymouth en Angleterre, l'ICEP qui est un institut en Irlande, voilà, puis nous. Et pour donner de manière schématique un petit peu le fonctionnement de cette démarche, hein, c'est de dire, c'est qu'on va analyser les réponses et le comportement de l'enfant sur une activité. Suite à ça, on va modifier le profil en fonction de ce qu'on en déduit comme analyse. Ça va permettre de changer certains des paramètres de manière très fine pour proposer une autre forme de présentation de l'activité, et ainsi de suite. Et donc, on retrouve sur un nouvel écran, il répond. Et donc, on est constamment en train de changer la forme en fonction de la situation dans laquelle se trouve l'enfant. Voilà. L'idée, vraiment, c'est d'arriver au stade où l'enfant est le plus à l'aise pour faire effectuer son apprentissage. On trouve la forme dans laquelle il est plus à l'aise pour effectuer son apprentissage, en fait. Voilà. Et donc voilà un petit peu le mécanisme. Donc l'idée, c'est que dans le cadre de ce projet, c'est qu'on mette en test en ligne sur le blog du projet Also des contenus, en fait, pour commencer aussi à avoir des données sur les adaptations qui sont demandées, enfin, qu'on commence à avoir un petit peu de matière aussi pour alimenter le moteur d'intelligence artificielle. Et puis voilà. Donc, bon, après, c'est des annexes qui présentent un point, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le cadre du projet, on a identifié une 60aine d'adaptations. Aujourd'hui, bon, là, il y en a 30, mais c'est plus une 60aine d'adaptations qui peuvent servir pour rentrer dans le... Voilà, pour faire partie des adaptations qui peuvent avoir du sens dans le cadre du projet, en fait. Voilà. Puis ça, c'est le déroulé du projet. Donc, en fait, vous qui êtes venu cet après-midi, pourquoi est-ce que vous êtes venu? Est-ce que... Alors, bon, il se trouve que je suis orthophoniste, donc le public des enfants en difficulté, je connais. Enfin, je connais ce que j'en connais. Et je trouve que c'est très intéressant cette façon. Enfin, je trouve que ce que votre application veut faire, c'est le travail individualisé d'un travail en tête-à-tête. Mais c'est permettre qu'effectivement un enfant en situation de classe retrouve cette adaptation à sa propre capacité, en visant toujours un petit peu plus haut ou parfois un petit peu plus bas pour se reposer. Voilà. Et non, c'est... Alors, tout à l'heure, vous critiquiez beaucoup les PAP. Bon, moi, je suis forcée de m'adapter à ce qui existe. Mais selon les écoles auxquelles on a affaire, selon l'équipe pédagogique, on arrive quand même à avoir des grilles qui sont remplies. On fait des réunions où on est, voilà, il y a l'école, il y a les parents, il y a là où les orthophonistes et la psychologue et l'ergothérapeute. Donc bon, évidemment, ça nous fait des réunions qui n'en finissent pas, et voilà, ça c'est un autre problème. Et à prendre sur notre temps de travail, évidemment. Mais on a quand même des environnements parfois favorables à ce que même des adaptations que vous trouvez moins bien qu'avant, finalement, cherchent à travailler aussi bien. Enfin, du mieux possible. Oui, vous avez dit 2 fois selon, et vous avez conclu en disant cherche à travailler le mieux possible. Non, mais et bien sûr, mais ça fait quand même, c'est trop aléatoire, si vous voulez. C'est trop aléatoire. Les enfants sont, comment dire, ils sont quand même livrés. Voilà, voilà, ils sont livrés comme ça à l'aléatoire, au bon vouloir, même à l'arbitraire. Et je dois le dire, à l'incompétence. C'est pas de la faute des enseignants, ils sont pas formés. Mais moi, je vois des réflexions d'enseignants, des réflexions d'enseignants pleins de bonne volonté, et des propositions d'enseignants pleins de bonne volonté. Je suis horrifié, ouais, absolument horrifié. Oui, par exemple, attendre, parce que bon, cet enfant 10, faut quand même vérifier il faut voir si ces difficultés sont durables. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas de leur faute, ils sont pas formés. Et pas mal comme ça de propositions qui sont mises en place, attention, hein, qui donc engagent l'enfant dans une démarche erronée, et qui s'inscrit dans le temps. Donc, il s'agit quand même d'éducation, il s'agit de troubles cognitifs spécifiques. Je suis désolé, encore une fois, c'est pas de la faute des enseignants, mais ce n'est pas sérieux.
On connaît aussi la capacité de notre cerveau à répéter l'erreur. C'est-à-dire que si effectivement l'adaptation proposée est pas ciblée, elle peut être contre-productive, elle peut entraîner l'enfant dans un dysfonctionnement de l'apprentissage, mais créé par les conditions, et il enregistre l'erreur, quoi. Mon intervention, c'était pas pour défendre les PAP, ce qui existe, c'était pour soulager, entre guillemets, éventuellement les personnes qui sont là parce qu'il y a un enfant de ce type-là chez eux, et leur dire que, heureusement, bon, l'institution ne répond pas dans sa globalité, mais que les gens qu'ils vont rencontrer vont chercher à faire exactement ce qu'il faut. Bon, mais si, parce que, enfin, je sais pas, mais moi, quand je reçois un enfant, c'est pas pour recevoir un enfant. Je m'intéresse à lui, il y a un bilan très spécifique avec les plus, les moins, etc. Vous avez beaucoup insisté tout à l'heure sur le bilan neuropsy. Oui. Parce que... Oui, non, mais j'aimerais bien que vous insistiez sur la spécificité d'un bilan de neuropsy. D'accord. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que je suis orthophoniste de formation au départ. La spécificité du bilan neuropsy, c'est qu'il va pouvoir évaluer l'état de l'ensemble des fonctions cognitives. Donc pas seulement du langage oral et du langage écrit, mais aussi de l'attention, des capacités de concentration, de l'attention divisée. Tout ça peut se mesurer. Et ça a un intérêt, et ça nous donne bien des profils très singuliers et une façon de travailler. Il va pouvoir évaluer aussi la façon dont se construisent les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, ce sont les fonctions qui nous permettent de nous adapter au monde, d'anticiper, d'élaborer. On sait que c'est un moment extrêmement important dans la construction de l'enfant, puisque ça se construit jusqu'à 20 ans, les fonctions exécutives, voire un peu au-delà, hein, évidemment. Donc ça nous permet de planifier, ça nous permet d'organiser, d'anticiper, de nous adapter, de réagir. Et un bilan documenté comprend tout ça. Il comprend aussi l'examen des gnosies, de ce qu'on appelle les gnosies auditives et visuelles, c'est-à-dire la façon dont l'enfant traite l'information auditive et visuelle. Et vous voyez bien que sans ce tour complet, qui ne représente pas du tout, et là je le dis très fort, un QI, hein, c'est pas du tout une mesure d'intelligence, on est vraiment dans une évaluation de chaque fonction, et après, cette évaluation de chaque fonction exige des recoupements entre les fonctions, parce que quand on lit, on met en marche plusieurs fonctions cognitives. On ne met pas qu'une seule fonction cognitive. On voit bien qu'il y a du traitement visuel, qu'il y a de la compréhension, qu'il y a de l'attention, de la concentration. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est seul le recoupement de chaque analyse des fonctions, la mise en relation des fonctions, qui va permettre d'identifier le fonctionnement de cet enfant à ce moment-là. C'est au moment T où on fait l'examen, c'est pas forcément un fonctionnement qui va durer toute la vie. On sait que par exemple les enfants qui vont en rééducation, en orthophonie pour le langage, la lecture et tout ça, eh ben leur cerveau il va être modifié justement par la rééducation. Donc c'est important de le dire parce qu'on voit bien qu'ils vont adopter d'autres comportements de prise de connaissance. Et c'est à partir de là qu'on pourra imaginer les adaptations, les besoins en adaptation, les compensations. Mais c'est un vrai travail, un bilan neuropsychologique. C'est au moins 2-3 rendez-vous sur une matinée. Et puis, c'est un travail de 10 heures après pour le praticien pour mettre tout ça en lien. Et après, il va se mettre en lien avec les orthophonistes pour travailler ensemble sur comment on commence la rééducation, qu'est-ce qu'elles en pensent, voilà. Et c'est tout un échange et un travail de collaboration et de coopération entre le neuropsychologue et l'orthophoniste pour travailler ça. Parce qu'aujourd'hui, la seule personne qui existe vraiment pour travailler, quand on a affaire à des praticiens en libéral, c'est les orthophonistes, parce que les autres ne sont pas accessibles financièrement, puisqu'ils ne sont pas remboursés. Donc après, il n'y a que dans un CESAD ou à l'hôpital qu'on peut y avoir accès, quoi. Est-ce qu'on aurait un enseignant dans la salle qui pourrait nous donner son point de vue, son expérience ?
Il y a juste une question et après on vient. Voilà, moi j'ai une question parce que je suis parent d'un enfant qui était hyperactif, dysorthographique, dyslexique, assez compliqué. Donc on a fait ce type de bilan qui a pris beaucoup de temps, suivi par des orthophonistes, mais sincèrement, un orthophoniste, c'est une demi-heure par semaine. Je veux dire, après, so what? Je veux dire, nous, en tant que parents, on voudrait pouvoir faire des choses pour intégrer tous les résultats de ce bilan, pour avoir une espèce de guide de fonctionnement, pour mieux comprendre comment on peut accompagner l'enfant. Et on n'a rien. Enfin, je veux dire, super bilan, super. Mais l'orthophoniste va le voir une demi-heure par semaine. Et sincèrement, qui est-ce qui va accompagner l'enfant chaque jour, chaque semaine? Ce sont quand même les parents. Or, on n'a rien. Enfin, je veux dire, on fait ce bilan, on sait où est-ce qu'il y a des soucis. On essaie mais on n'a pas de guide en tant que parent. Je pense que là, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais les orthophonistes, vous pouvez très bien leur transmettre. Mais je pense que c'est les parents qui accompagnent les enfants aussi. Et là, sincèrement, c'est un vide. Juste pour information, donc moi, les enseignants de mon fils m'avaient expliqué qu'ils avaient au moins 3 élèves comme ça par classe et qu'il y en avait de plus en plus dans les classes actuellement et qu'ils en souffraient beaucoup parce qu'à un moment où tout est standardisé, c'est très compliqué pour eux de gérer autant d'élèves qui avaient ce type de difficultés. Je pense que vous attirez notre attention sur la nécessité d'une prise en charge globale. Et que effectivement, souvent, c'est par l'intermédiaire de services d'éducation, de soins et d'aide à domicile que ça peut fonctionner avec une prise en charge élargie qui va balayer beaucoup plus les capacités, les difficultés et les moyens de compenser à l'école et dans la vie quotidienne les difficultés des enfants et les troubles des enfants. C'est souvent vrai qu'une orthophoniste en libéral, si elle est isolée, qu'elle n'est pas dans un réseau et qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'aujourd'hui les orthophonistes, elles ont des listes d'attente qui sont inimaginables. Donc je veux dire, elles n'ont parfois pas les moyens malheureusement de proposer au-delà d'une rééducation par semaine. Et je conçois bien qu'à partir d'un bilan neuropsychologique où on voit qu'il y aurait plusieurs éléments, plusieurs choses à travailler et qu'on est dans un moment hyper important, parce que ce moment de la durée de l'apprentissage, il y a un enjeu temporel. Hein. On le sent bien. Elle n'a pas forcément les moyens de répondre à une demande qui serait de prendre 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Je pense que oui, vous avez raison. Mais après, il faut peut-être se faire accompagner par des services qui regroupent l'ensemble, qui peuvent travailler aussi avec des orthophonistes en libéral, s'appuyer sur un réseau de libéraux, mais avoir l'ensemble des éléments. Je pense que le travail du neuropsychologue au moment du bilan, et d'un bilan qui serait bien mené, c'est le premier enjeu, c'est la restitution à l'enfant et à ses parents. C'est comment on va s'organiser pour travailler. Et puis à partir de là, on travaille avec les autres praticiens. Bonjour, moi je voulais rebondir sur votre témoignage, madame. Moi je suis maman d'un petit garçon qui est dyspraxique, qui a 10 ans, qui est en CM1. Il a été diagnostiqué début 2014. Et sur l'accompagnement et sur le bilan neuropsy, nous on a la chance d'avoir un orthophoniste logico-mathématique avec qui je suis en lien très régulièrement par mail, parfois en cabinet quand je viens chercher mon fils, et qui me donne des conseils sur quoi travailler, comment travailler, son évolution. Donc c'est vrai qu'en tant que parent, moi je m'investis énormément, donc je lis beaucoup de choses et je suis en lien étroit avec l'orthophoniste, mais avec l'ergothérapeute également et avec sa professeure à domicile qui vient le samedi sur le français et les maths pour l'aider sur tout ce qui est troubles 10 et apprentissage. Donc c'est vrai qu'en tant que parent, ça demande beaucoup d'investissement quand on n'est pas dans un réseau, parce qu'il y a des réseaux qui regroupent des professionnels, mais je me dis que c'est aussi la place des parents d'être là pour le coacher. Moi, je le coach au quotidien, mais... Je suis d'accord avec vous. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, je voulais insister quand même sur le PPS. On parle beaucoup du PAP et le PAP n'est pas une réponse à un trouble 10 qui est reconnu comme un handicap d'après la loi de 2005. Et si on ne met pas en place le PPS, les parents ne vont plus avoir accès au remboursement. Vous parliez des ergothérapeutes, par exemple. Ça, c'est un point important. C'est quand même une certaine somme. C'est 50 € la séance par semaine. Ce n'est pas anodin. Et le fait de ne pas avoir accès au PPS, ça permet de ne pas avoir accès à des allocations financières, à l'ordinateur, à un aménagement au niveau des examens, au tiers-temps,
à l'ordinateur, etc. Donc, c'est important que les parents aussi prennent conscience de ça, parce que souvent, les parents ne sont pas du tout informés qu'il y a le PPS et qu'il ne faut surtout pas signer un PAP. Et les médecins scolaires, par méconnaissance, par pression, par je ne sais quoi, par idéologie, vont sur le PAP, voire PPRE, j'ai entendu aussi. Oui, il y a PPRE, Alors ça, c'est encore pire. Et dernier point, donc ça, c'était le PPS. Après, c'était par rapport aux acteurs, en fait, autour de l'enfant. Moi, je sors d'une réunion, pas plus tard que lundi, une réunion donc ESS, équipe de suivi de scolarisation, où vous avez effectivement tout un nombre d'acteurs, donc tous les professionnels qui suivent l'enfant, mais aussi l'enseignante référente au handicap, la psychologue scolaire, parfois la médecin scolaire, l'AVS, l'enseignant, le directeur et nous en tant que parents. Donc ça fait une dizaine de personnes lors de ces réunions. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a des jeux de rôle qui se passent. Et là, j'en ressors encore énervée parce que je sens que le directeur n'a rien compris au monde du handicap puisqu'il démarre la session en disant on est là pour un manque de soins. Je rappelle que mon fils est dyspraxique. Donc, c'est un peu rien à voir. Et puis, l'enseignante référente au handicap qui ne veut pas comprendre que l'AVS est là aussi pour aider mon fils lors des évaluations, pour l'étayage des consignes, pour expliquer, pour relire. Et elle n'est pas du tout là-dedans. Elle dit non, c'est une secrétaire. Donc, on n'est pas d'accord sur le fond, sur les missions, par exemple, de chaque personne. Donc, la réunion cristallise plein de choses. Alors, heureusement, on a beaucoup de chance, c'est que cette enseignante est formée aux troubles 10. Elle accompagnait auparavant à l'hôpital Kremlin-Bicêtre une classe d'enfants 10. Donc, elle applique en fait tous les aménagements pour un 10 à toute sa classe. Donc, mon fils n'est pas lésé et n'a pas des aménagements spécifiquement pour lui, puisqu'elle met des textes à trous pour tout le monde. Et parce qu'elle se rend compte que ça convient à tout le monde, en fait, pas juste à un seul enfant. Et l'AVS est aussi extrêmement bien formée et extrêmement intelligente, parce qu'il ne suffit pas d'être formé, il faut aussi avoir une certaine intelligence et sensibilité vis-à-vis de l'enfant. Donc, ça fonctionne en classe. Mais ça ne fonctionne pas lors des réunions parce qu'il y a des points de vue qui s'affrontent, parce qu'il y a des dogmes, il y a des poncifs sur le handicap. Le directeur qui nous dit qu'à un moment donné, il va plafonner, qu'il ne va pas évoluer, que certainement, il n'ira pas loin. Et on a dû lui dire que les enfants dyspraxiques, les enfants 10 peuvent aller au bac, faire des études supérieures, et il n'y a aucun souci. Et quand j'entends, mais pour son permis de conduire, il ne va pas quand même avoir une aide. Et si, il y a des aménagements pour le permis de conduire. Donc, c'est plein d'idées reçues. Et je pense que pour que ça fonctionne, il faut que tous les acteurs soient formés, sensibilisés, en fait. Parce que sinon, on ne parle pas de la même chose. Et chacun va rester sur son précaré et les parents vont s'épuiser. En fait, c'est ça. C'est que nous, chaque année, on remet le couvert et à chaque fois, on repart au combat en expliquant. Donc, cette année, ça se passe très, très bien avec l'enseignante qui a tout compris. Et franchement, mon enfant revient, il est content d'aller à l'école. L'année dernière, ce n'était pas du tout le cas. Et j'ai peur pour l'année prochaine. Je me dis, est-ce qu'on va tomber sur la bonne personne? Et je pense que le souci, c'est ça. C'est au-delà de toutes les applications du numérique, qui est vraiment un point vraiment très positif. C'est comment ça va être accepté par les enseignants et comment les enseignants appréhendent ce type de changement par rapport aux apprentissages. Et ça, c'est un point fondamental. Je sais qu'au collège, ça va être compliqué. On va devoir former 10 enseignants. Et je sais que sur le lot, il y en aura 2 ou 3 qui ne seront pas forcément de bonne volonté et qui voudront rien écouter. Donc voilà, ça c'est un témoignage vraiment qui vient du cœur parce que ça fait 3 ans qu'on se bat. Mon fils, au départ, ne savait pas lire. Il a refait son 2e CP. Et maintenant, il est au-dessus de la norme en lecture et en compréhension. Donc, c'est juste pour dire, il y a de l'espoir, il ne faut pas lâcher. Moi, je sais que juste après le diagnostic, l'enseignante référente au handicap a osé me dire qu'il fallait mettre mon fils dans une classe en IME ou en CLIS. Donc on en est là, et 3 ans, on en est encore là, puisqu'il me dit, mais madame, votre enfant a besoin de beaucoup d'aménagements. Je dis non, juste des aménagements classiques pour la dyspraxie. Mais je sais qu'elle, elle veut exclure mon fils et qu'elle ne lâchera pas, mais moi je ne lâcherai pas non plus, parce que mon fils a le niveau et qu'il se doit d'aller à l'école avec son AVS et avec quelqu'un comme un enseignant formé, ça fonctionne. Donc, on est confronté aussi à ça, à des enseignants référents au handicap qui sont dans une certaine vision et qui ne veulent pas accepter que c'est possible, en fait. Alors, peut-être que je suis mal tombée, hein, mais en tout cas, ça, c'est mon expérience. Et la psychologue scolaire, c'est pareil. Hein. Elle est extrêmement psychanalysante et du coup, elle cherche la moindre faille dès que ça devient un peu négatif pour dire « Ah ben vous voyez, je vous l'avais bien dit ». Alors que non, là, mon fils progresse et elle n'a rien dit à la dernière réunion d'ailleurs. Elle cherchait le petit point négatif, mais elle n'a pas trouvé. Donc on en est là en tant que parents, essayer à chaque fois de
de lutter alors la seule récompense, c'est l'enfant qui progresse et qui passe d'année en année et qui est heureux d'aller à l'école et qui retrouve le goût d'aller à l'école. Ça, c'est ma seule récompense. Beaucoup d'énergie, mais une belle récompense à la fin. Oui, ce que je voudrais pointer aussi, c'est une chose que l'on a remarqué très tôt dans les réunions du think tank Pass Inclusion, à savoir que les familles ne sont pas informées. Il y a un déficit d'information absolument considérable et on est obligé quand même de constater que là-dessus, les associations de parents, qui pourtant interviennent depuis bientôt 20 ans, ont échoué sur cet aspect. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que, en fait, comme nous le savons tous, quand nous cherchons, nous savons déjà un peu ce qu'on cherche. Sans ça, on ne cherche rien, d'accord? Et là, il y a 2 mamans qui se sont exprimées, qui donc, savaient vers où il fallait, chercher. Certaines, donc si j'élargis un peu, certains parents, trouvent plus ou moins, ce qu'ils cherchent, mais ça pointe aussi une énorme inégalité sociale. C'est-à-dire que seuls les parents, on va dire, qui ont des ressources, on va dire en termes d'éducation, des ressources financières, des ressources en termes de temps, et oui, et aussi des ressources en termes d'implantation, dans quel environnement géographique ils sont. Seuls ces parents peuvent, on va dire, être des aidants, des accompagnants efficaces et qui étayent l'accompagnement de leur enfant. Donc c'est aussi un déficit finalement du service public d'éducation, du service public de la santé. C'est un énorme déficit. Alors je sais que dans certains domaines qui n'ont rien à voir avec les 10, hein, des associations de parents, de gens concernés par une problématique, sont des gens bénévoles, mais pas amateurs, comme très souvent c'est le cas dans les associations de parents des enfants 10, vont voir le ministère de la Santé, par exemple, et leur disent, et lui disent, nous, dans ce domaine-là, on sait faire. Si vous nous donnez les moyens, on fait et on intervient dans les hôpitaux, on forme les personnels, on forme, etc. Et on forme le public concerné. Et le ministère de la Santé leur dit, mais ok, voilà le chèque, on a confiance en vous, on sait ce que vous faites, allez-y, faites-le, au contraire, on a besoin de vous. Et ça, malheureusement, les associations de parents dans le domaine des troubles 10 n'ont pas atteint cette dimension. Et du coup, on est effectivement dans un environnement d'inégalité sociale et de déficit considérable d'information. Moi, je vais prendre la parole parce que j'ai la double casquette. En fait, je suis enseignante et je suis aussi maman de 2 fils. L'un est dyslexique sévère, il a 11 ans, il est en CM2, donc on se pose beaucoup de questions pour le passage au collège. Malheureusement, on va devoir s'orienter vers un établissement privé. Donc ça, c'est douloureux pour moi qui suis vraiment pro éducation nationale, voilà, avec la notion de service public derrière. Voilà, bien évidemment. Et mon deuxième fils, enfin mon aîné, a 13 ans, il est en 4e, il est dysgraphique, dysorthographique, dyscalculique, TDA. Voilà, donc ça demande effectivement beaucoup d'énergie. Ça fait quand même 8 ans qu'on rame chaque année, à refaire chaque année des bilans avec des enseignants qui sont pas forcément de bonne volonté. Donc c'est vrai que initialement, quand on a envie d'enseigner, on a aussi en tête une mission d'égalité, d'équité entre tous les élèves. Et c'est quelque chose qui m'échappe absolument. Et donc, je suis partie au Québec voir un petit peu comment ils intégraient les nouvelles technologies dans la pratique, dans la pédagogie de classe. Ça facilite énormément les apprentissages pour les élèves ayant des besoins spécifiques. Donc, je pense que c'est vraiment une voie à prendre. C'est pas très, très compliqué. Ça demande des formations, d'où ma question initialement sur les formations que vous mettez en place. Et Magistère sera peut-être un bon média. En tous les cas, c'est vrai que quand je vois des applications comme la vôtre, dans Tempus, c'est vraiment là, on est sur le chemin où effectivement, des enseignants vont pouvoir avoir la possibilité de proposer avec un même fil directeur des adaptations différentes suivant les élèves. Voilà, je pense que là,
en utilisant alors, oui, il va falloir former les enseignants encore une fois, mais en utilisant des nouvelles technologies, on va réussir à pouvoir intégrer sans stigmatiser systématiquement les élèves qui ont une intelligence exactement similaire aux autres, voire supérieure, car aux États-Unis, ils sont repérés parce qu'ils ont une vision en 3D plus développée que les autres. En tous les cas, les dyslexiques, c'est le cas. Donc, il n'y a aucune raison de les montrer du doigt et il n'y a aucune raison qu'ils soient à la limite d'être exclus chaque année, puisqu'ils apportent. Et effectivement, il suffit que l'enseignant ait l'intelligence d'adapter pour eux, pour le plus grand nombre, et il ne perdra même plus ses élèves en grande difficulté. Voilà. Donc, au lieu d'adapter vers le haut, si on pouvait adapter sans avoir dans l'idée de niveler vers le bas, mais de traiter le programme avec l'idée de ne perdre personne. Voilà. Si on pouvait cheminer vers l'accessibilité universelle, fantastique. Voilà mon message du jour. Est-ce que d'autres personnes souhaitent partager une expérience, un point de vue ? Alors moi, ce serait juste pour partager un point de vue d'étudiante en fait. Donc je suis en train d'essayer de devenir institutrice et n'ayant pas pu accéder au master MEF, je suis passée par une autre formation, donc le master en sciences de l'éducation par le CNED justement, donc à Lyon 2. Et en fait, je suis très contente d'être passée par cette formation de sciences de l'éducation de master 1 plutôt que le master MEF. Parce que le master MEF, c'est une catastrophe au point de vue de tout ce qui se fait sur l'inclusion, sur l'intégration, sur tous ces concepts-là, sur d'autres choses. Sur, par exemple, moi, je suis à titre personnel féministe, donc tout ce qui est éducation genrée, maintien de tout ça, c'est catastrophique. On ne veut pas en parler. On ne veut pas parler d'intégration. On fait que de la pédagogie français, maths, comment on apprend, j'ai plus le mot là. Traditionnel, voilà. Donc, et dès qu'on pose des questions, de toute façon, que ce soit sur n'importe quoi, sur comment gérer avec les parents, que ce soit pour les violences, par exemple, des choses comme ça, ou le handicap, ou toutes des questions qui ne sont pas d'ordre juste pédagogique et des matières, on n'a rien. On n'a rien, et tout ça relève effectivement de quelque chose de personnel. Et on voit clairement la différence quand on va en master 1 sciences de l'éducation qui s'oriente a priori pour des professions d'enseignants ou de recherche ou des choses comme ça. Où là, par exemple, là, je fais un projet sur le handicap et l'inclusion et tout ce que vous dites, en fait, c'est super intéressant parce que ça se recoupe avec nos cours et avec nos devoirs et nos recherches universitaires qu'on doit faire. On doit faire un mémoire, on doit s'ouvrir à d'autres choses. Et vraiment, le master MEF, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, et il y a aussi un autre problème. Quelle est la proportion des gens qui font un master MEF versus master sciences de l'éducation ? C'est la voie royale, pardon. Et le problème aussi, c'est qu'on est formé par des stages et qu'on est formé par des enseignants qui sont encore dans ces modalités où en fait on refuse d'avancer, ou comme vous dites, dans une équipe éducative, il va y avoir peut-être deux, trois bons éléments sur une école, une grosse structure. Donc en fait, tout se reproduit. C'est un peu comme le schéma de la reproduction sociale, mais la reproduction des erreurs dans l'école, quoi. Oui, c'est ça. Il y a 30 ans, moi, j'ai fait l'école normale, j'étais parti, j'ai fait l'XP pour ça. C'est du formatage, c'est amener un enseignement commun à tout le monde de la même manière, de la même méthode. Un éduc. Alors après, moi, il y a des choses où on est formé, il y a l'expérience, travail d'éduc, on fait parce que tout ce qui était dit sous handicap, je veux dire, on travaille avec des aveugles, avec des sourds, il y a des choses à faire. Là où les outils numériques sont du tonnerre de Dieu. Enfin, je vois une photo, vous arrivez à faire en réalité amplifiée, mettre un langage des signes pour traduire tout ce qui était dessus. Il y a des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant. Et ça n'a jamais été l'éducation nationale. Alors moi, les histoires de notions de service public, je suis là-dedans ou j'étais là-dedans, les notions de bien commun. Mais l'éducation nationale, c'est pas fait pour ça. Mais il faut être honnête. Je veux dire, il y a un contenu à amener pareil à tout le monde. Point, basta. Après, il y a certainement la formation des profs, mais des enseignants, quels qu'ils soient. Il y a le matériel aussi. Je veux dire, voilà. Alors après, moi, ça me fait aussi des fois un peu sourire. C'est ici, si on voit, encore cette année, ça a changé. J'étais venu l'an dernier. Tout ce qui a été développé pour des choses qui ne sont pas accessibles ou qui ont été fait des choix. Alors, c'est pas du... Comment dire ça ? Je milite. Je fais des constats.
tout ce qui a été développé, par exemple, pour tout ce qui est pour des Mac, c'est pas possible. En plus, moi, je fais partie dans les premières communes qui ont équipé des classes entières en cycle élémentaire avec l'iPad. Alors moi, je veux dire, faut pas le prendre comme je suis pas contre ou pour. Il y a des constats et des réalités. Ils ont arrêté au bout de 2 ans parce que la maintenance, le coût, l'utilisation, les applis, tout ça. Et si vous cherchez, alors maintenant ça change avec les histoires d'Android ou autre chose et tout ça et tout, mais il faut aussi que ça puisse être accessible. Quand on vous dit que sur un iPad, il y a une application qui fonctionne bien, quelle qu'elle soit. Après, moi, j'ai vu ce que vous faites, il y a des choses que j'apprécie et tout. Si c'est inaccessible ou qu'il faut que vous payiez pour chaque appli, sur chaque tablette, sur chaque tout ça, ou qu'il n'y a pas de maintenance, vous ne pouvez pas changer une batterie sur un iPad. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À un moment, alors il y a les enseignants, il y a la volonté, il y a chacun. D'abord, on leur demande des choses pour lesquelles ils ne sont pas venus, pour lesquelles ils ne sont pas formés, et ce n'est pas ce qu'on leur demande. À un moment, là, moi, je sais que voilà, en 78, on dit on forme des instituts comme il y a 50 ans. Bon, non, alors que par contre, si on voit l'élève lui-même, enfin l'enfant, c'est autre chose. Enfin, là, c'est pour ça qu'on fait éducateur. Enfin, je veux dire, voilà. Par contre, il y a des outils, il y a des méthodes d'enseignement, il y a des trucs de fou. Enfin, voilà, moi, je suis avec les photos amplifiées, il y a pour les sourds, pour tout ça. Moi, je fais plus de différence sur tout ce qui était 10 et handicap, parce que alors c'est pareil avec tous les enfants qui sont amblyopes, aveugles, etc. Enfin, je vous fais tout le modèle, hein, ceux qui n'ont qu'une main. Enfin, voilà, il y a tous un moyen. Ceux qui sont en fauteuil, c'est encore pire, parce qu'à l'économie, je veux dire pour les salles. Alors après les AVS, quand vous avez aussi des salles où ils peuvent pas rentrer, c'est vous choisissez où vous avez le fauteuil, où vous avez l'AVS, où vous avez tous les élèves, où vous avez le prof. Enfin, et bah, là, c'est même pas une parodie, c'est même pas une exagération. Dans la réalité, c'est ça. Et à un moment, voilà, après, il y a du matériel qui marche, hein, je veux dire, c'est-à-dire un vidéoprojecteur, je veux dire. C'est aussi le problème, aussi, je crois, de ce qui est des tablettes. Nous, sur des usages, alors nous, on fait même de l'Arduino, on fait du Raspberry, on fait un tas de... Les tablettes, il y a des temps de recharge, il y a des temps d'utilisation, il y a des temps, il y a tout ça. C'est pas pris en compte, je veux dire, par rapport à, on va dire, à un ordinateur traditionnel. C'est pas du tout remettre en cause, hein, je veux dire. Les tablettes, il y a des choses du tonnerre de Dieu. Mais les tablettes, quand vous tournez avec une classe et tout, il faut les mettre à recharger, c'est pas utilisable tout de suite. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a des histoires de synchronisation, c'est pas simple. C'est tout. Enfin, bon, moi, on décale un peu, hein, mais... Oui, non, mais je comprends bien. Ceci dit, l'iPad, et même un parc d'iPad pour une classe ou un établissement, il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place, qui sont disponibles pour les enseignants. Par exemple, on met tous les iPads dans un chariot, ils se chargent tous en même temps. Je veux dire, des choses qu'on n'imagine pas après, mais le jour où on s'est fait faire... Vous pouvez mettre votre micro. C'est la première commune qui a été équipée. Ce qu'ils se sont rendu compte aussi, ce qui est du tonnerre de Dieu avec tout ce qui est tablette et tout ça et tout, alors encore plus iPad, c'est que la vitesse où ça part, parce que sur le marché parallèle, ça se vend très bien, vous n'avez pas le droit de fouiller les élèves, vous n'avez pas ceci. Enfin, ce que je veux dire, il y a des aberrations quotidiennes d'une réalité qui ne sont pas prises en compte. Alors là, on dit dans l'élitisme et dans les coûts, il faut voir aussi où on met ça. Parce que mettre ça partout, puis croire que tout le monde va rentrer les tablettes qu'on ne peut pas maintenir ou qui coûtent très cher, et puis que par contre, quand ils se rendent compte que ça part très vite parce que ça se fauche facilement et ça se revend très bien. Et ça, c'est des réalités qu'on ne peut pas ignorer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais par rapport à des ordinateurs qui rament, Je suis d'accord. Je voudrais poursuivre. Je suis d'accord. Par rapport à des ordinateurs qui rament, dont la batterie se décharge très rapidement, il faut un cordon dans la salle de classe pour recharger la batterie en cours de maths, etc., etc. L'iPad a une durée d'autonomie vraiment très importante. Je poursuis. Une durée d'autonomie importante. Elle a, comment dire, elle offre un usage intuitif. Elle est légère, c'est très important pour que l'élève mette la tablette, l'iPad dans son sac. La maintenance, je ne vois pas parce que les iPads, ça ne tombe pas en panne comme ça. Il y a des mises à jour qu'il faut faire, ça oui. Il y a des mises à jour régulières qu'il faut faire, mais il suffit de faire clic-clic sur un icône. Ça se fait automatiquement. Et puis, s'agissant des coûts, alors effectivement, l'équipement a un coût et aussi la dotation de logiciels, d'applications, etc. Ça a bel et bien un coût. Et puis notamment quand c'est de qualité.
Parce qu'il y a des applications à 2 euros, mais voilà, c'est pratiquement anecdotique. Mais des applications de qualité qui ont demandé du temps de développement, de consulter des chercheurs, de mettre en dynamique des graphistes, etc., ça a forcément un coût. Mais alors effectivement, les gens sont habitués. Quand c'est numérique, c'est gratuit. Ben non, c'est pas possible. Parce que les livres papier, qui ne sont pas mis à jour. Je veux dire, il n'y a pas de touche pour les mettre à jour, les livres en papier. Il n'y a pas aussi d'augmentation, ils ne sont pas augmentés en fonctionnalité, etc. Alors qu'ils sont. Voilà, les livres en papier ont un coût très, très, très important. Simplement, il faut savoir qui prend en charge ce coût. Les livres, les manuels scolaires, c'est donc les communes, les conseils régionaux et départementaux. Voilà, c'est simplement comment dire, un écosystème à repenser qu'il faudrait mettre en place. Et dans le cadre du plan numérique, c'est aussi en partie l'État qui prend en charge c'est ça. les coûts. Donc après, je pense qu'il faut peut-être aussi le mettre en regard de un enfant à qui on a pu donner une tablette et que ça a vraiment aidé, comme on a vu avec les élèves de David Hébert. Oui. Bon, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est la proportion de ceux qui ont vraiment eu un bénéfice. Généralise, juste pour vous répondre. Moi, vous me dites, après, en gros, ce que vous me demandiez, c'était de choisir entre la peste et le choléra. Moi, je suis d'accord avec un PC portable qui rame, parce que le Wi-Fi, parce que la batterie, parce que tout ça, qui a un fil, il faut une souris, il faut tout ça. Mais si c'est ça, ou pas de tablette, ou la tablette qui n'est pas à jour, qui n'a pas la fonction, qu'on ne peut pas payer, qu'on ne peut pas ceci, qu'on ne peut pas cela, c'est choisir la peste ou le choléra. Ça, c'est le premier niveau. Moi, je suis pour les tablettes parce qu'il y a un côté pratique, il y a 500 000 raisons. Je dis qu'il y a des difficultés, par exemple, de coûts de maintenance de ceci, de cela. Et la deuxième réalité aussi, que nous, on se rend compte en tant qu'éducateurs, parce qu'on les éduque aussi, on va dire, à gérer des budgets, à gérer tout ça. Le côté application, c'est le problème aussi d'une génération où tout s'achète, tout se jette, des applications, on va dire, nulles, qu'ils achètent, qu'ils consomment et qu'ils jettent. Le côté on achète, on jette, ça devient, et quand on voit des familles, des parents, et on s'habitue à acheter des choses qui vont s'amuser 2 minutes ou 5 minutes ou une demi-heure, qui vont payer et qui vont jeter. Donc c'est pour ça aussi que nous, on essaye de faire des tricks. Moi, je passe dans des lieux comme ça pour voir des choses qui sont fonctionnelles, pas des choses qui sont du gadget, qui vont attirer, qu'on va payer. Enfin, moi, je le dis aussi parce que c'est une éducation dans un autre sens aussi. C'est pas. Oui, c'est une forme d'éducation aux médias en fait. C'est juste comprendre quand on a une application qui est gratuite, comme rien n'est gratuit. Derrière, il y a une question de data, il y a une question de publicité ou autre. Mais j'imagine normalement, les enseignants sont capables de choisir les applications qui sont cohérentes et qui rentrent dans une certaine éthique. Et je pense que le ministère pousse bien dans ce sens-là aussi. D'ailleurs, pour information, le ministère a lancé une plateforme qui s'appelle Myriae, dans laquelle on trouve un certain nombre de ressources qui répondent justement à ces questions éthiques, etc. Et les ressources, si vous en avez à donner et à faire rentrer dans Myriae, il faut le faire. C'est hyper important. Ça se veut aussi un lien entre l'école, les parents, les enseignants. Myriae, M-Y-R-I-A-E. Pour information, donc là, on a fait 2 jours de conférence. Il y a une conférence après sur la parentalité numérique. Et on va faire un résumé de tout ce qu'on s'est raconté et de tous les liens, parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter tous les liens, tous les parcours des uns et des autres. On va faire une petite restitution sur Educavox dans les prochains jours. Donc, je vous invite à aller voir le site Educavox pour voir un petit peu ce qu'on se sera dit et surtout continuer les échanges. Et si vous avez des liens à nous transmettre sur des expériences ratées ou autres, surtout, il faut le dire. Oui, pardon. Qui ont des difficultés un peu spécifiques. Il y a différentes formes d'intelligence et à l'école, je crois qu'on travaille surtout sur 2 formes d'intelligence. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui le numérique peut permettre à des enfants qui n'ont pas la même forme d'intelligence, qui rentrent dans cette courbe de Gauss, à justement pouvoir mettre en œuvre d'autres stratégies et pouvoir être valorisés et avoir un mode d'apprentissage qui leur permet donc d'avoir de ne pas être en déscolarisation, ne pas être en échec scolaire. Déjà, il y a un premier point qui est que le numérique permet de répondre à une problématique, pas de répondre, de proposer une solution à une problématique qui est la personnalisation du contenu, en fait. Et effectivement, la personnalisation du contenu passe par beaucoup de choses. Ça passe par, effectivement, prendre en compte le profil cognitif de l'enfant. Ça passe par prendre en compte le parcours pédagogique
qui va lui être plus adapté. En fait, ça permet surtout ça aujourd'hui, le numérique. C'est là où il y a beaucoup de choses à découvrir encore, hein, justement, sur cet aspect-là. Donc, Est-ce que c'est intégré à tous les projets que vous menez, l'éducation nationale alors, je ne peux pas répondre sur tous les projets de l'éducation nationale. Je peux juste dire que le nôtre a été soutenu par l'éducation nationale. Donc, il y a quand même une réflexion autour de ça dans l'éducation nationale. Voilà. Mais après, bon, il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup de... À titre personnel, donc, je suis fraîchement... excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis fraîchement diplômé d'une école d'ingénieur, donc du numérique, justement. Télécom Saint-Etienne, pour ne pas faire de publicité. C'est des questions, le numérique, qui sont très jeunes, en fait. Donc, je pense que ça va avoir tendance à arriver dans les plus petites classes dans les années à venir, mais pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments, toutes les réponses. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas encore des développements encore adaptés aux classes, à l'école élémentaire ou au collège, mais que ça va arriver dans les années à venir. Du moins, je l'espère en tout cas. Ouais. Alors, je suis venu à titre personnel, mais je suis du ministère de l'Éducation nationale. Je ne vous surveille pas, hein, j'écoute. Hein. Et simplement pour répondre à votre question, le ministère a donc s'est engagé dans le plan numérique pour l'éducation au travers de plusieurs, au travers de plusieurs actions, notamment la mise en place de ressources numériques pédagogiques. C'est un premier palier. Ces ressources, d'ailleurs, il y a ça, puis il y a aussi le fait de soutenir des actions au travers des appels à projets pour justement permettre l'innovation en matière de démarche pédagogique. On doit répondre à plusieurs problématiques. D'abord, la première, c'est pas la moindre, c'est d'alléger le cartable des collégiens. C'est un problème, hein. 14 kilos, entre 10 et 14 kilos en moyenne, c'est énorme. Et puis aussi prendre en compte, évidemment, quelque chose qui malheureusement ne se sait pas ou ne se sait pas assez. Vous êtes un peu plus conscient de la chose parce qu'on parlait des 10, mais il y a 140 000 élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme. Donc ça, c'est un vrai problème. Ils ne sont pas tous 10, c'est le problème. On ne les connaît pas, on les recherche. Et dans la démarche de mettre en place ces ressources numériques pour l'éducation, c'était aussi de prendre en compte toutes les formes de lâchage de ces élèves-là. Aussi, dans ce qu'on a demandé aux éditeurs, pure player ou éditeurs classiques, c'est de prévoir dans les ressources qui permettent donc aux professeurs de mettre en place soit des modules de cours, soit des exercices, de personnaliser le parcours, puisque il y a une partie granulaire, une partie ce qu'on appelle curriculaire, donc qui permet de personnaliser le parcours par rapport à l'enfant. Donc on a des stats, s'il réussit, il passe d'un niveau supérieur et ainsi de suite. S'il malheureusement il échoue, on revient vers lui pour qu'il comprenne avec d'autres exercices et ainsi de suite. Alors ça se met en place, puisque ça s'est fait à cette rentrée-là, pour les cycles 3 et les cycles 4. Donc les dernières classes de la primaire et puis les premières classes, donc toutes les classes du collège. Donc ça va se mettre en place, ça va être un peu long, parce que tout le monde l'a dit, il y a un problème de formation des professeurs, donc voilà, et encore plus aux nouvelles technologies. En plus, quand on ajoute le matériel, l'accès au réseau des établissements et ainsi de suite, c'est long, on a pris énormément de retard, on ne pourra pas le rattraper, mais on fait le maximum, mais évidemment, il faut qu'on aille plus vite. Là, juste pour rebondir et vous dire tout à l'heure, là, par rapport à ce qu'on disait, il y a les enseignants, il y a tout ça. Moi, j'ai rien contre le fait de dire qu'il faut qu'ils aient des livres. Hein. Je veux dire, je suis pour qu'ils n'aient pas des cartables qui fassent 50 kilos. Le problème, c'est d'aller plus vite que le train ou de mettre la charrue avant les bœufs. Les histoires, par exemple, des livres numériques, on part du principe que déjà, c'est compatible sur toutes les plateformes, surtout que tout le monde a des ordis, que tout le monde a l'Internet, que tout le monde n'est pas sur Paris avec le haut débit, etc. et tout, et que des fois, quand on sort un peu plus loin,
Il n'y a pas le haut débit comme ça, pour tout le monde n'y a pas accès. Ce qui veut dire qu'entre avoir un cartable qui pèse 14 kilos et avoir un livre numérique auquel on ne peut pas accéder parce qu'on n'a pas le débit, on n'a pas l'ordi, ou c'est pas compatible, ou parce qu'avec Mac on ne lit pas Adobe, ou j'en passe et des meilleurs. À un moment, c'est comme tout à l'heure, c'est choisir entre la peste ou le choléra. Et là, Moi, les ressources, c'est des ressources qui sont en logique numérique, hein, c'est pas une logique linéaire. Et chaque enseignant a accès à la banque de ressources avec son adresse académique. Oui, moi je connais, on aide, puisque moi en tant qu'éducateur, on accompagne, alors que ce soit dans les CLI, dans tout ça, en institutions spécialisées. C'est pas aussi simple qu'on le laisse dire, mais c'est ça. Et par contre, si on reprend les premiers plans numériques, si on reprend sur les TO7 et tout ça et tout, on se demande. Oui, mais dans ces cas-là, on fait plus rien en fait. Alors je dis pas Mais c'est bien tout sûr, pourri oui. et on fait rien. Je dis juste qu'il y a des choses qui sont décalées. L'histoire du livre numérique, c'est. Alors, le livre numérique, il y a un autre problème, c'est les histoires de comptes. On demande à des élèves de gérer 50 comptes, un chez Belin, un chez Nathan, un chez. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Enfin, vous voyez ce que je. C'est pas. Ça n'a rien contre Belin, Nathan ou peu importe. Ce que je veux dire, on va leur demander de multiplier des comptes, des mots de passe, des ceci, des cela. C'est vrai ou pas? Honnêtement, tous ceux. Je suis désolé parce que je voulais vraiment écouter et pas forcément intervenir, mais je dois rectifier un petit peu. Le principe, c'est quand même de passer par les espaces numériques de travail et donc les enfants n'auront pas à s'authentifier directement sur toutes les plateformes. Là, actuellement, la plateforme qui doit être créée n'est pas encore créée. C'est pour cela, mais c'est un passage. Il ne faut pas attendre. On n'aura pas tout en même temps. Ensuite, je me suis aperçu que je n'avais pas répondu non plus à une autre question. C'était sur la prise en compte de certaines formes de 10. Puisque dans le cahier des charges qu'on a demandé, et d'ailleurs les ressources étaient exposées à Educatis depuis mercredi, vous aviez aussi une démonstration sur toute la prise en compte de certaines difficultés d'apprentissage pour certains. Encore une fois, on est très en retard. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'on va tout rattraper cette année dans les années, mais on a mis beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Ce serait dommage je dirais de pointer ce qui ne marche pas et qui ne marchera pas encore demain, mais qui va forcément marcher parce que de toute façon, les réseaux, on va trouver des solutions. Les matériels, le coût baisse. On a encore... Là, on voit, nous, on a une vision un peu macro de ce qui se passe. Il y a quand même une augmentation des équipements par les collectivités. Il y a une adhésion aux ressources, même si c'est difficile, et ça ira de plus en plus rapidement. Et notamment, nous, on espère qu'entre déjà la prochaine rentrée, pas scolaire, mais après donc les vacances de Noël, et ensuite la prochaine rentrée scolaire, il y a une adhésion pas massive, mais en tout cas plus importante des professeurs qu'elle n'a été jusqu'à présent. Et c'est un peu normal. Moi, j'ai envie de rebondir là depuis un moment, parce que ce que j'entends et qui me soucie, c'est que pour moi, le premier problème, c'est l'accessibilité cognitive. C'est de se dire, à un moment donné, je suis enseignant, je fais partie de cette énorme institution qu'est l'éducation nationale. Qu'est-ce que je dois comprendre aujourd'hui de ce qu'est l'accessibilité cognitive? Il y a des enseignants qui, intuitivement, font des choses formidables depuis des années et ont toujours su s'adapter à 25 niveaux différents dans leur classe, qui ont mis en œuvre des trucs. Capitalisons sur ces savoir-faire, parce qu'il y en a, et posons-nous le problème plus global dans la société. Qu'est-ce que c'est l'accessibilité cognitive? C'est bien la façon dont nous prenons connaissance du monde et non pas peut-être de poser les choses en termes d'intelligence comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, la société française, elle marche là-dessus, sur l'intelligence, avec une intelligence qui serait supérieure aux autres parce qu'elle passerait par tel type de code, etc. Et je pense que les enseignants, ils ont besoin aussi de comprendre peut-être tout de suite, mais comment ça marche? On a un cerveau, comment ça marche? Comment on fait un apprentissage? Et comment il y a plusieurs façons de faire un apprentissage? Et ça, c'est pas enseigné. Ça serait le début de pouvoir commencer à travailler, à utiliser les outils, toutes les ressources formidables qu'on a. Alors après, je suis bien consciente des disparités matérielles, géographiques, etc. Mais au moins, on aurait déjà ça de commun, ce socle commun qui permettrait d'aborder l'inclusion de toutes les diversités.
Et comme vous disiez tout à l'heure, j'étais sensible à votre réflexion, c'est-à-dire qu'il y a aussi tous les laissés pour compte de l'éducation nationale qui sortent sans rien, qui sont 10 ou pas 10 ou autre chose. En tout cas, il y aurait un dysfonctionnement quelque part. L'origine du dysfonctionnement, on s'en fiche. Pour peu qu'on puisse l'aborder et le traiter et l'accompagner. Et ça sera le mot de la fin, j'en suis désolée, mais en fait, la table ronde d'à côté est en train de... derrière la vitrine au taquet pour débuter. Merci à tous, vraiment, merci beaucoup pour ces échanges. Et puis à très bientôt.